Je vous souhaite à tous et tous la bienvenue. Je suis Pierre Sanchez, directeur général de PR Édition, et je suis ravi de vous accueillir à ce colloque sur l'oncologie organisé par la revue pharmaceutique. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui, disons-le, il brise des vies par milliers chaque année. Il porte également d'immenses espoirs de rémission, voire de guérison. Il prouve la vitalité de tous les acteurs que vous représentez ici, une illustration assez fondamentale d'une certaine efficacité de notre système de santé et de notre recherche. Le cancer est résolument pas une maladie comme les autres. Lorsque la Ligue a été créée en mars 1918, Justin Godard, son créateur, a justifié cette création en disant que c'était le 4e fléau social, après la tuberculose, l'alcoolisme, la syphilis et par conséquent le cancer. Aujourd'hui, c'est le premier fléau social. Il y a encore, malgré les protections sociales, des inégalités quant à la prise en charge, suivant même la localisation territoriale, le niveau culturel. Quelles sont les priorités que nous avons proposées? Sans surprise, ce sont les points de résistance aux progrès qui sont réalisés. Essayer de développer l'identification de cibles spécifiques dans ces processus oncogéniques de telle sorte que des thérapies ciblées puissent être proposées. Cette recherche, aujourd'hui, ne pourra progresser qu'à une condition, sans doute, c'est de pouvoir reposer sur une très belle caractérisation des différentes populations cellulaires de la tumeur. Et aujourd'hui, les techniques existent pour faire des cartes d'identité des tumeurs qui sont des cartes d'identité plurielles. Et dans des exemples impressionnants, une thérapeutique adaptée alors fonctionne. Il s'agit d'abord et surtout d'éviter toute perte de chance des enfants face à certains cancers qui sont pour l'heure toujours des cancers incurables. La participation de ces enfants aux essais cliniques destinés aux adultes est une condition primordiale pour que soient mis au point des traitements et des offres de soins qui leur soient véritablement adaptées, puisque nous savons qu'un tiers des cancers pédiatriques n'existent pas chez les adultes et que, inversement, plus de 80% des cancers de l'adulte n'existent pas en pédiatrie. Ce texte permet également de renforcer, je le disais, donc le soutien aux familles pour que les aidants familiaux aient enfin un statut. Nous indemnisons enfin le congé de proche aidant. J'avais également souligné toutes les complexités administratives auxquelles doivent faire face les familles qui sont dans la peine et qui ne savent pas forcément où et à qui s'adresser. J'ai souhaité notamment qu'une attention particulière soit portée à la prise en charge de la douleur. Puisqu'à travers les différentes auditions que j'ai pu mener, je me suis rendu compte que, hélas, il y a chez nous des inégalités territoriales fortes. Et je crois que là encore, eh bien, c'est une injustice et c'est aussi une perte de chance. Et le concept d'enrichissement, il est très simple. L'idée, c'est de définir une population cible, un type de cancer, et un biomarqueur, une altération moléculaire, qui va devenir le critère de sélection dans cet essai. Et on va randomiser un nouveau médicament versus un autre traitement uniquement chez les patients porteurs de ce biomarqueur, donc les biomarqueurs positifs. Ça va permettre d'augmenter théoriquement l'effet du traitement, puisqu'on va s'intéresser seulement à des gens biomarqueurs positifs, mais ça nécessite aussi d'avoir une hypothèse extrêmement forte qui est que les patients à biomarqueurs négatifs ne répondront pas au traitement. Et très sincèrement, cette hypothèse, dans de nombreux cas, elle n'est pas vérifiée. En fait, les essais prennent toujours un certain temps et on se rendait compte qu'il y a parfois de nouvelles drogues apparaissaient ou de nouveaux biomarqueurs, etc. Et donc là, l'idée, c'est d'adapter, non plus comme ça avait été fait auparavant et comme ça se fait depuis des dizaines d'années, les tailles d'échantillons, mais d'adapter aussi les types de traitements ou les types de biomarqueurs qui vont être testés. Et donc le design des études, il évolue en permanence et on peut modifier les médicaments évalués ou les patients évalués. On se retrouve parfois dans des situations où on a effectivement une situation rare d'anomalie moléculaire et où ces études montrent des efficacités importantes, 90% de taux de réponse, des survies qui sont extrêmement prolongées, mais ça ne correspond pas à un essai randomisé contre, par exemple, une chimiothérapie. Et de fait, dès lors qu'on dispose de ces résultats, l'essai randomisé devient non éthique, parce qu'on va proposer à un malade de rentrer dans une étude qui compare un médicament dont on sait qu'il fait 90% de réponse tumorale, c'est-à-dire de diminution de la tumeur, contre une chimiothérapie dont on sait qu'elle va faire moins de 10%.
Et donc l'essai lui-même, même s'il est monté, finalement ne va pas recruter, ne va pas finalement permettre de répondre à la question. Et donc on se retrouve dans des situations bloquées. Et c'est le cas aujourd'hui pour un certain nombre d'anomalies moléculaires pour lesquelles leur rareté rend difficile la réalisation d'un essai randomisé. Et d'autre part, les données préliminaires obtenues dans ces essais multibras montrent ces données d'efficacité. En cancérologie particulièrement, vous avez 3 éléments qui font qu'un essai va avoir une facilité à recruter des patients. Le premier, c'est l'intérêt de la question de recherche. Est-ce qu'on est dans un cancer pour lequel il y a déjà beaucoup de solutions thérapeutiques? Le deuxième, c'est le niveau de compétition que vous avez à un moment donné sur un essai donné. Et le troisième, c'est est-ce que justement le protocole va être perçu comme entre guillemets disruptif, c'est-à-dire est-ce qu'il va dévier significativement du protocole de soins? Et là, il va y avoir une espèce de coût organisationnel pour le clinicien et pour le malade qui fait que plus le protocole va s'éloigner du standard de soins, plus il va y avoir une tendance à ce qu'il y ait une désincitation à inclure ou à recruter des patients. Des cancers rares ou des anomalies moléculaires rares qui font que finalement il y a très peu de malades qui sont concernés et où il y a des taux de réponse extrêmement élevés comparés à d'autres molécules. Je ne suis pas sûr que dans cette situation, effectivement, un essai randomisé soit utile, quoi. Moi, si on est dans une situation où il y a d'un côté 10% de taux de réponse et avec le nouveau médicament 90%, la règle, c'est de ne pas faire d'essais randomisés. Donc je pense qu'il faut aussi repenser les choses avec en tête le fait qu'effectivement, aujourd'hui, dans le domaine de la cancérologie, tous les cancers deviennent des maladies rares. Parce qu'en réalité, on va prendre un sous-type de sous-type de sous-type et qu'à la fin, on n'est plus en train d'évaluer des maladies fréquentes, mais des maladies rares. Et ça doit être pris en compte au plan méthodologique quand on réfléchit à leur évaluation. Vous avez des médicaments qui probablement marchent un peu, mais qui ne le montrent pas assez. Et donc c'est ça qui fait qu'à mon avis le paysage de la cancérologie, et je ne suis pas oncologue, donc je suis comme un observateur extérieur, il est assez contrasté aujourd'hui avec certains médicaments qui sont controversés et puis d'autres médicaments qui sont extraordinairement efficaces comme par exemple l'immunothérapie, où là on a juste besoin de données de confirmation de façon presque passive, je dirais. La réponse immune à une tumeur est l'élément finalement déterminant pour prédire la survie d'un patient. Immunoscore est un test qui se réalise dans un laboratoire, enfin dans notre laboratoire en tout cas, dans une première partie comme un test de pathologie, c'est-à-dire on va, à partir d'une coupe de tissu, marquer les lymphocytes CD3 et CD8. Ce qui change d'un test classique, c'est qu'ensuite on va scanner les images obtenues et on va utiliser des logiciels pour analyser ces images et compter finalement la densité de lymphocytes au centre de la tumeur et dans la marge d'invasion. Les niveaux d'évidence dans le cancer localisé sont maintenant bien établis. Sur des cancers du côlon stade 1, 2, 3, donc des cancers localisés, Immunoscore est extrêmement prédictif de la survie. L'immunothérapie, ça fait partie des traitements où dans l'imaginaire collectif, on en a entendu parler et on sait que la révolution est là, l'espoir est là. Donc sincèrement, quand vous tombez malade et que vous savez que la maladie qui vous concerne peut éventuellement être traitée par l'immunothérapie, vous en avez quand même très très envie. Et donc la première question, c'est finalement, est-ce que je vais y avoir droit? Au-delà même d'y accéder, tout le monde ne va pas forcément y répondre. C'est quand même beaucoup de choses à comprendre d'un coup que de pouvoir accéder à un essai clinique. Enfin, c'est extrêmement stressant. Il y a beaucoup de conditions. Il y a tout un, j'allais dire, un charabia très compliqué à comprendre. Et finalement, ce qui était ressorti un petit peu des échanges autour des essais en général, en fait, on a besoin d'apporter, de vulgariser une vision de la recherche clinique en oncologie un peu spécifique et qui parle autrement de ces essais. Mais je suis d'accord, en fait, forcément, dans le grand public, entre traitement, guérison, malheureusement, les choses ne sont pas si bien expliquées. Et puis malheureusement, on n'a pas pu généraliser les choses à d'autres maladies. Donc il y a certaines maladies où les personnes ont des maladies qui répondent très 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 bien. Et je pense que le mois de novembre a été un bon mois de novembre, parce qu'en fait, il y a eu plusieurs médicaments qu'on attend depuis très très longtemps qui ont été enfin commercialisés, en particulier pour la maladie d'Hodgkin. Et puis il y a des maladies où malheureusement les personnes ont ces maladies qui ne répondent pas du tout aux premières générations entre guillemets, donc aux anti-PD1, PD1 en fait. Donc pour citer, on peut citer les glioblastomes, le cancer de la prostate, le cancer du pancréas. Donc c'est 3 maladies où malheureusement ces premières immunothérapies ne sont pas les médicaments adaptés.
Et par contre, pourquoi il faut mettre un S, c'est que c'est pas terminé, c'est qu'il y a plein de développement et on en est qu'à la première vague en fait. Plusieurs personnes ce matin ont utilisé le mot révolution. L'immuno-oncologie, c'est une révolution. Un vrai changement conceptuel dans la façon de traiter les malades. Vous avez plusieurs façons de faire. La chirurgie, qui enlève la tumeur. La chimiothérapie, qui attaque les tumeurs, les cellules cancéreuses, mais aussi, on le sait bien, les cellules saines. La radiothérapie, qui fait la même chose, mais de façon plus localisée. Et puis l'hormonothérapie, qui est une façon peut-être un peu plus intelligente, mais très particulière. Il y a peu de cancers qui sont hormonosensibles. Avec l'immuno-oncologie, le concept change. Le concept revient à dire, utilisons les propres défenses de l'organisme pour finalement les réveiller ou les libérer. Le malade a en lui de quoi se défendre, mais il n'a pas su mobiliser ses défenses. Donc c'est vrai que c'est une révolution. J'essaye pas de survendre cette thérapeutique, parce que tout ce qui a été dit par Laure ou par Christophe est vrai aussi. C'est-à-dire, premièrement, ça n'est pas la solution à tous les problèmes, et j'espère qu'on va beaucoup en parler. On va en parler, oui. Et deuxièmement, il y a de la toxicité comme attachée à tout traitement. La grosse promesse que l'on a actuellement, c'est qu'en réunissant beaucoup de données, on arrivera très certainement à mieux définir des profils de personnes et pour pouvoir mieux cibler du coup les traitements, mieux cibler les prises en charge. On a constaté qu'une information qui était collectée quelque part par quelqu'un pouvait être très intéressante sur un point pour cette personne, qu'il y avait tout un tas d'informations qui étaient associées, qui l'intéressaient peut-être moins, mais une autre personne, ça l'intéressait beaucoup. Bien sûr. Et donc, il y a de la place pour tout le monde et c'est d'essayer d'arriver à collecter et faire les informations. Tout à l'heure, on parlait des RCP. Cette réunion a changé les trajectoires de soins, a changé la façon de suivre une personne, de lui proposer des thérapeutiques. Ça a permis d'améliorer grandement les soins aux personnes. Il ne faut pas oublier maintenant que le patient est un véritable acteur dans l'intelligence artificielle. Il peut donner énormément d'informations. Bien sûr. Un patient qui vous dit « aujourd'hui ça va », c'est une information. Un patient qui vous dit « non, aujourd'hui j'ai eu mal, je suis fatigué, ça va pas, je suis déprimé, je ne sais quoi d'autre », ça vous donne également des informations. Bien sûr. Ces informations vous permettent de mieux cibler après les stratégies ou de mieux prévenir. L'idée, c'était de mobiliser les radiologues, qui n'était pas une mince affaire. Donc on s'est dit, on va créer des databases prospectives. Et donc là, les gens qui travaillent dans les pharma, on a réussi en fait en 4 mois à inclure 3500 patients de 45 services différents, privés et publics de toute la France. Est-ce qu'on est capable de prédire sur une IRM le handicap d'un patient 3 ans après ? Personne n'est capable de le faire. Et donc, on s'était donné l'ambition. Les patients qui démarrent leur parcours en bonne forme, bien musclés, ont plus de chances d'aller un peu plus loin. C'est un facteur pronostic important. Et donc, une façon de le calculer actuellement, c'est sur une coupe scanner au niveau de la vertèbre L3. On segmente le muscle et en fonction de cette surface musculaire, on peut se dire que le patient ira plus loin dans le parcours. Le challenge de la détection du nodule pulmonaire était hyper dur. C'était en 2 heures analyser 500 scanners. Alors pour vous donner une idée, les radiologues à Gustave Roussy, en vacation, ils analysent 20 scanners en 3 heures. IBM était là, présent, sauf qu'ils ne savaient pas lire les scanners, il fallait annoter. Donc ils se sont alliés avec des startups, et donc là il y a une stratégie d'alliance. Aujourd'hui on a des données, on en a plein, mais elles sont toutes très segmentées. Donc finalement on a la plus grande base de données en France, qui est la plus grande base de données dans le monde, a priori. Mais elle est très parcellaire et avec essentiellement des données médico-économiques qui finalement sont assez peu suffisantes. Fort de tous ces constats, on a créé l'initiative Ethikia, qui était initialement une initiative académique et citoyenne, pour réfléchir sur les enjeux éthiques liés au déploiement de l'intelligence artificielle en santé. Cette innovation, elle existe, elle existera. Soit on fait en sorte de lui fournir un cadre éthique qui correspond à notre culture, franco, voire européenne, soit on laisse tout ça se développer ailleurs. On considère, pour l'instant en tout cas, qu'il est important de mettre des garde-fous humains et que seul le garde-fou humain peut permettre justement de vérifier l'adéquation de l'algorithme à un regard humain d'expert. Donc cette garantie humaine, elle peut prendre plusieurs formes. Elle peut émaner soit des sociétés savantes, soit du producteur d'intelligence artificielle. C'est ce qu'on appelle la médecine de précision. C'est l'idée que si on connaît mieux les mécanismes moléculaires ou notre génome, on peut peut-être faire soit de la prévention personnalisée
parce que la génétique peut permettre d'être assez précis dans l'estimation d'un risque, ou bien je connais mieux la maladie, j'ai des meilleurs traitements. Cette médecine prédictive, elle ne vaut que si vous avez cette équation remplie. La quantité de risque et la teneur de l'action médicale que vous pouvez proposer. Les principes éthiques en médecine prédictive, c'est les mêmes qu'en médecine. On essaie de faire du bien, respecter le libre choix de la personne. Ça, c'est un peu plus difficile. Pourquoi? Parce que si vous avez un type qui a une appendicite, bon, vous lui dites qu'il faut vous opérer. Les données secondaires, ça fait peur aussi. Vous êtes obligé de regarder des panels de gènes. Vous avez de plus en plus de données génétiques. C'est comme si vous demandiez à votre radiologue de regarder que la coupe sur le foie. Mais malheureusement, ça passe sur le rein. Il est obligé de vous dire, j'ai trouvé un truc sur le rein. Et là, c'est inscrit dans le projet de loi. On demandera l'autorisation de la personne et on lui dira, on vous fait une analyse génétique pour une raison précise. S'il s'avérait qu'on ait quelque chose d'important pour votre santé, important, c'est BRCA par exemple. C'est une nana qui aurait fait le test, vous trouvez qu'elle est BRCA, vous ne le dites pas, mais si vous ne le dites pas, elle a quand même 7 risques sur 10 de faire un cancer du sein. Donc il y avait un problème à ce niveau-là et ce truc est levé. Merci à vous pour vos questions et votre présence. Et le compte-rendu dans Pharmaceutique dans le numéro de décembre, si vous n'avez pas fait vos cadeaux de Noël, c'est un très beau cadeau pour une personne que vous aimez beaucoup. N'hésitez pas. Bonne journée, encore merci.